Nous sommes en Irak, près de la frontière syrienne. Retour de mission dans cet avant-poste de l'armée américaine. Ici, dans ce fort Apache, comme ailleurs en Irak, un GI sur 10 est une femme. À 10 000 km du front, à Washington, une marche en hommage aux soldats tombés en Irak. Parmi elles, une jeune fille de 20 ans originaire du Texas, Tina. Tina n'est pas morte au champ d'honneur, mais dans son lit. Violée par un collègue de son unité, elle se serait ensuite suicidée. Sa mère n'y croit pas. C'est triste qu'elle ait dû se protéger non pas de l'ennemi extérieur, mais de l'ennemi intérieur, dans l'armée. C'est injuste. Pour les soldats, le danger n'existe-t-il que sur les champs de bataille ou commence-t-il dans les casernes? Que se passe-t-il vraiment dans l'armée américaine? Image volée d'une base militaire en Californie. C'est la première fois que Jessica retrouve cet univers. Difficile pour cette jeune femme d'accepter que ce ne soit plus le sien. Difficile aussi de gérer le traumatisme causé non pas par la guerre, mais par ses frères d'armes. J'ai été violée 2 fois. J'ai été agressée sexuellement plusieurs fois et harcelée d'une manière ou d'une autre, constamment. Harcèlement sexuel, harcèlement verbal et même harcèlement dans mon unité. Tout. Ces hélicoptères de combat, c'était toute sa vie. En Corée, Jessica dirigeait une équipe de mécaniciens. Mais jamais la jeune soldate ne s'est sentie respectée par ses collègues. Jessica subit 2 viols. L'un aux États-Unis, l'autre quelques mois plus tard en déploiement en Corée. La jeune victime est finalement évacuée et quitte l'armée. Alors aujourd'hui, voir des femmes en kaki, c'est pour elle le douloureux rappel d'un rêve brisé. Tu as l'air triste? Je suis jalouse. J'aimerais être aussi active et aussi impliquée qu'elles le sont. Moi, je crois toujours en cette cause. Je suis toujours prête à servir mon pays. Mais mon pays n'a même pas su... Disons que j'étais prête à mourir pour ma patrie. Mais ils ne se sont pas embarrassés de mes petits soucis et n'ont pas fait les choses correctement. Depuis son retour à la vie civile, Jessica vit à San Diego. Elle se débrouille comme elle peut. En quittant l'armée avant la fin de son contrat, elle a tout perdu. Plus de solde et oublié tous les avantages promis lors de son engagement. Elle comptait sur l'armée pour financer ses études après 6 ans sous les drapeaux. Aujourd'hui, Jessica vit dans un 2 pièces avec son mari, ses 2 chats et son serpent. Je garde mon uniforme. Mon uniforme de parade. C'est important pour vous? Oui, très important. Pourquoi? C'est important. Je le portais lors d'événements officiels. C'est sentimental. Il y a toutes mes médailles sur ma manche et sur ma poitrine. C'est important pour moi. Donc l'armée fait toujours partie de votre vie? Oui, beaucoup. Même si elle vous a blessé? Ce n'est pas l'armée en général, mais la structure de l'armée qui m'a blessée. Dans ma tête, je leur appartiens toujours. J'ai joué dans la cour des grands. J'en faisais partie. Jessica pensait pouvoir faire confiance à ses collègues masculins. Mais l'été dernier, lors d'une sortie avec un GI basé en Corée, lui aussi, elle est violée pour la 2e fois. On regardait un film et il a commencé à me toucher.
Et je me suis dit, ça y est, un autre gars saoul. Il faisait environ 25 cm de plus que moi et était beaucoup plus gros que moi. Enfin, il n'était pas gros, mais il n'était pas non plus le gars le plus musclé que j'ai vu. Donc il m'a fait tomber et j'ai été violée. Après, je suis partie en tremblant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Pourquoi cela m'arrive à nouveau? Est-ce qu'il est écrit sur mon front « Violez-moi » Jessica a dénoncé les viols, mais l'armée n'a jamais poursuivi aucun des deux présumés coupables. Les deux hommes sont toujours militaires, l'un basé au Texas, l'autre en Irak, libres même d'écrire à Jessica, la preuve, il y a 3 jours encore. Un des violeurs me contacte encore. Je ne sais pas pourquoi. Il a laissé un commentaire sur cette photo. Voilà, j'aime cette photo de toi. Le fait qu'il m'écrive prouve que l'armée ne le surveille pas et ne fait aucune enquête sur lui. Jessica nous montre l'ambiance machiste omniprésente chez les militaires. Voici comment, dans sa base en Corée, on fête les anniversaires. Filles ou garçons, chez les GIs, l'humiliation est permanente. Et voici une autre vidéo qu'elle a tournée à l'insu de son commandant. Ces 30 secondes de vidéo montrent exactement ce que j'ai enduré quotidiennement en Corée. C'était ça l'attitude de mon sergent d'unité. Les femmes sont des objets, elles ne sont pas supposées être soldats. Voici mon sergent d'unité. Il humilie ce jeune soldat devant toute l'unité parce qu'il a découvert qu'il était puceau. Certaines victimes ne sont plus là pour témoigner. C'est le cas de Tina, morte en Irak. Sa mère et sa sœur jumelle évoquent ses derniers moments. Les oiseaux, ils salissent tout. Je la nettoie avec ça. Comment elle est morte? Elle est morte en Irak. L'armée dit qu'elle s'est tiré une balle dans la poitrine et qu'elle en est morte. Ça, c'est ce que dit l'armée. Moi, je ne sais pas comment elle est morte. Et je veux découvrir comment elle est morte. Vous en pensez quoi, vous? On ne sait pas quoi en penser. Il y a tellement d'opinions différentes. Moi, je ne la vois pas se suicider. Mais si elle l'a fait, je peux comprendre pourquoi. Pourquoi? À cause du traumatisme qu'elle a enduré, à cause du viol, et la manière dont les gens l'ont traitée après. Je peux comprendre qu'elle était à ce point déprimée, qu'elle se soit suicidée. Mais ça ne lui ressemble pas. Suicide ou assassinat? Sans connaître la vérité, impossible pour Joy et Daniel de faire leur deuil. À 1 heure du cimetière, à Giddings, en plein Texas, la maison familiale, un sanctuaire à la mémoire de Tina. Voici la casquette qu'elle portait. Et là, c'est son écriture. Et voici les bottes de combat de ma petite fille. Elle aimait que les gens la regardent et lui disent « Oh, vous êtes dans l'armée » et lui serrent la main. Elle était très fière de cela. Avant de mourir, le 1er mars 2006, Tina écrit plusieurs lettres. Elle raconte qu'elle est terrorisée par son agresseur. L'armée a longtemps caché ses lettres à sa famille, sans doute parce que Tina y donne sa vérité. J'aurais dû savoir qu'il allait me tuer, me violer ou me frapper. Rappelle-toi, je t'avais parlé de mes pires craintes. Elles sont devenues réalité, devant mes propres yeux, avant ma mort. Il m'a violée.
Et s'il est libéré, il me battra à mort ou me tuera. Une lettre qui résonne comme une prémonition. Le présumé violeur ne restera que quelques jours en prison. À plusieurs reprises, Tina le croise dans la base. C'est vraiment pénible de me retrouver face à lui, maman. Les regards qu'il me lance sont terrifiants. Ne pleure pas, ils prennent soin de moi. Ton meilleur soldat, Tina, ta fille qui t'aime. Ces lettres font désormais partie du volumineux dossier judiciaire. 15 jours après la mort de Tina, le tribunal militaire conclut qu'il n'y a eu ni viol ni assassinat. La famille est scandalisée. Joy et Daniel égrènent une à une les anomalies de l'enquête. Voici le lieu du crime. Ceci montre comment elle était couchée. Ça, c'est l'endroit de sa tête, les coussins, et on peut voir par où sont passées les balles dans la tête du lit. Quel fusil aurait-elle utilisé pour se suicider? Le fusil que l'on voit sur cette photo, un M16. Et voici le fusil qui a été trouvé près de son lit. C'est le même fusil, apparemment. Et comment aurait-elle fait pour se suicider avec ce fusil? Si elle s'est tiré une balle, à mon sens, si l'on regarde la trajectoire de la balle depuis l'entrée jusqu'à la sortie, elle a forcément dû tenir son fusil en l'air comme ceci pour se tirer une balle. Et son bras, d'après les mesures qui ont été faites, de son épaule à ses doigts, son bras était à peine assez long. Donc elle aurait dû apprêter la gâchette avec son pouce, et même comme ça, son pouce n'était pas assez long pour qu'elle tire dans cette position. Et même l'autopsie. Même dans l'autopsie, il y a des aberrations. Lesquelles? L'autopsie décrit une rousse aux cheveux longs, alors que Tina, à l'époque, comme vous le constatez sur les photos, Tina n'a pas de longs cheveux roux, mais des cheveux courts et blond foncé. L'autopsie ne détecte aucune pièce de métal dans ses pieds, alors qu'elle en a. Et le document ne mentionne aucune des cicatrices derrière les oreilles, alors qu'elle en a une à gauche et une à droite. Pendant l'interview, nous leur apprenons que le présumé violeur vit dans une caserne à moins de 2 heures de chez elle. Pour connaître la vérité, Daniel est prêt à tout, même à contacter celui qui aurait violé sa sœur. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, appelez-moi ou écrivez-moi pour me dire si vous acceptez de me parler. Je ne me fâcherai pas, je veux juste des réponses. Je peux oublier le viol s'il me donne des réponses sur sa mort. Je pense que je peux mettre ça dans un coin de ma tête s'il accepte de me parler. Fort Hood, Texas. C'est ici que le présumé violeur de Tina est en poste depuis son retour d'Irak. Sécurité maximale, c'est l'une des plus grandes bases américaines. L'armée nous refuse tout accès et toute interview, et l'avocat militaire de l'agresseur refuse tout contact avec la famille. Le lendemain, retour chez la mère de Tina. Fait exceptionnel ce jour-là, elle reçoit la visite de l'ancien commandant de sa fille en Irak. À la demande de Joy, nous enregistrons leur conversation. Elle attend des réponses, lui la sermonne. We want to try and get you the information that we know you want, and rather than going through the press, you know, that's everybody's right to do that. I never felt bad when people go to the press about things when they're not happy. Right to I was furious. Yeah. What my promise to you is to get back what the answer is to your question. Le commandant s'en va avec la liste de questions. Il mettra près d'1 mois pour y répondre. Ces réponses sont loin d'apaiser la famille de Tina. L'armée aurait-elle peur de reconnaître ses erreurs et d'en assumer les responsabilités? Des anomalies dans l'enquête ont pourtant bien été confirmées. À ses propres frais, Joy a consulté un expert en balistique et aujourd'hui, ce conseiller indépendant met sérieusement en doute la thèse officielle du suicide. L'avocat de la famille dispose d'un dossier solide, mais il ne pourra pas aller plus loin. Jamais l'affaire ne sera portée devant la justice. Voici pourquoi. Parce que la loi ne permet pas de poursuivre l'armée pour des choses qui se passent dans les zones de combat. Pensez-vous que l'armée ment? Oui.
Oui, soit ils mentent, soit ils cachent la vérité. Il y a sans doute une distinction, mais c'est l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que c'est la manière de penser de l'armée. C'est leur politique de ne pas montrer que les choses vont mal en Irak. Parce qu'ils doivent recruter davantage de femmes et d'hommes pour aller en Irak. Ils doivent convaincre des parents de laisser leurs enfants aller là-bas. Et si le danger ne vient pas seulement des Irakiens, mais de nos propres soldats, les mères ne vont plus laisser leurs filles s'engager là-bas. Pour tenter de comprendre, nous allons à Washington. Comment l'administration américaine affronte-t-elle ces accusations de viol au sein de sa propre armée? Voici la réponse du bureau spécialement créé au sein du Pentagone pour gérer ce problème. I would like to understand why you're declining our petition. We are just declining right now. Par écrit, le Pentagone se contente de nous communiquer quelques chiffres, un seul à retenir, 3000 plaintes pour viol ou tentative de viol pour la seule année 2006. L'état-major ne dit pas tout, la plupart des affaires sont classées sans suite, moins de 2% des accusés sont traduits en cour martiale. À Washington, Jessica rencontre pour la première fois celles qui l'ont aidée à sortir de Corée après qu'elle ait été violée. Sarah, la mère de Suzanne, une autre soldate violée, et Anne, une ancienne colonelle devenue pacifiste. Ça va être grand. Je suis super excitée. Juste là, il y a le congrès. On commence dès demain. On va parler aux élus de tout ça. Oh, je suis super enthousiaste. Ah, et je voulais vous montrer. J'ai travaillé hier soir et voilà le résultat. Autant vous le montrer devant la caméra. C'est moi qui l'ai dessiné. J'ai écrit « Quand vous les femmes vous entrez dans l'armée, que vous le vouliez ou non, vous êtes soit une pute, soit une victime. Quand vous choisissez votre arme, choisissez cela aussi. » Devant la Maison-Blanche, chants, musique et slogans contre la guerre en Irak. Au premier rang, des femmes, couleur de ralliement, le rose. Sarah, l'une des deux sauveuses de Jessica, est venue manifester avec sa fille Suzanne. Qu'est-ce que tu fais dans l'armée? J'étais dans la police militaire et maintenant je suis en logistique. Elle est passée en cour martiale et a fait de la prison. Pourquoi? Elle a déserté plutôt que de retourner une seconde fois en Irak. Ouais. Ça arrive. Ça valait le coup. Tu es une héroïne. Merci. Pas une criminelle. Ah, je sais. Et pourquoi elle a refusé de retourner en Irak? Parce qu'elle ne voulait pas à nouveau être violée par son commandant. Vraiment? Vraiment. Ah, je ne savais pas cela. Elle a été violée et violée par son commandant pendant des mois quand elle était là-bas. Par un officier? Son commandant. Son propre chef d'unité. Nom de Dieu! Jamais Suzanne n'a porté plainte contre son violeur. Elle a préféré déserter, c'était en janvier 2006. L'armée l'a alors mise en prison et silence dans les rangs. Pourquoi votre fille ne parle pas à la presse? Ma fille ne peut plus parler aux médias. Les militaires lui ont dit que si elle parle à nouveau à la presse, elle repassera en cour martiale. Et à ce moment-là, elle risque la prison. Suzanne n'arrive pas à quitter l'armée, son contrat l'en empêche. Elle est 2 fois victime. Comme pour Tina et Jessica, les militaires n'ont pas cru à son histoire et le présumé violeur court toujours. Le violeur, il est libre de violer à nouveau. Aujourd'hui, il travaille comme garde privé en Irak et gagne 15 000 $ par mois. Nous retrouvons Anne, l'ancienne colonelle qui a aidé à l'évacuation de Jessica de Corée. Après 29 ans de carrière, elle n'a pas hésité à démissionner la veille des opérations en Irak. Aller en Irak n'était pas une urgence nationale. C'était une guerre choisie. Une guerre pour le pétrole représentée par George Bush, là, dans cette Maison-Blanche. Aujourd'hui, Anne monte au front sur la question des viols dans l'armée. Pour elle, les mesures du Pentagone sont inefficaces. Moi, je propose qu'il y ait une ou plusieurs équipes indépendantes qui se déplacent partout dans le monde où il y a des plaintes pour agression sexuelle ou viol.
Ce sont eux qui mèneraient l'enquête. Ils ne feraient pas partie de la hiérarchie. Et donc, ils échapperaient à la pression des commandants d'unité. Autre vétéran devenu pacifiste, Joff. Il revient d'Irak. Là-bas, plus qu'ailleurs, pour ses consorts d'armes, la peur du viol fait partie du quotidien. Des copines racontent quand elles reviennent d'Irak qu'elles doivent porter un couteau dans leurs bottes. Elles ont parfois dû faire fuir des mecs avec leurs couteaux. Ces femmes ne veulent évidemment pas tuer un autre soldat. Elles ne peuvent donc pas tirer avec leur M16. Mais elles ont dû se défendre avec leurs couteaux. C'est arrivé en Irak. Des couteaux, mais pour aller où? Dans la base. Juste pour aller aux toilettes la nuit. Elles portent un couteau pour ne pas se faire violer. Et je peux comprendre d'où cela vient. Quand vous commencez à déshumaniser les personnes jusqu'au point où vous pouvez les tuer, c'est juste une autre étape, les déshumaniser pour les violer. À l'écart de la manifestation, nous retrouvons Jessica en compagnie de ses parents. Ils la soutiennent depuis le début. Ils sont très reconnaissants aux pacifistes d'avoir aidé leur fille, mais ne partagent pas leur combat anti-guerre. Jessica non plus. Pourquoi vous ne participez pas à la manifestation? Je ne crois pas ce en quoi eux croient. Nous sommes tout à fait... Si je manifestais, en fait, ce serait contre toutes mes convictions. Je n'ai jamais été anti-guerre. Vétéran du Vietnam, son père n'aime pas non plus cette ambiance anti-Bush. Patriote convaincu, il ne remet en cause ni le président, ni la hiérarchie militaire. Notre boulot, c'est d'attirer l'attention du président via le Congrès, les responsables militaires que nous pouvons contacter. Nous nous réunissons avec eux, nous leur expliquons le problème pour qu'ils agissent. Bush ne doit pas forcément être au courant. C'est précisément devant le Congrès que nous retrouvons Anne, Jessica et Sarah. Mission du jour, faire du lobbying, plaider leur cause. Sarah s'en prend à l'élu de sa région. C'est un menteur, un menteur. Il a dit qu'il allait aider ma fille. Il a dit qu'il allait faire toutes ces choses pour Suzanne et il n'a rien fait. Il n'a rien fait? Non, il n'a rien fait. J'ai organisé une réunion avec lui. Je lui ai dit que Suzanne avait besoin d'aide, qu'ils allaient la mettre en prison, que j'avais besoin d'aide. Et il a répondu, je vais faire une enquête parlementaire sur Suzanne et son cas. Il n'a jamais rien fait. Donc je suis allée lui demander des comptes. Et il a répondu, oh, il n'y a vraiment rien que je puisse faire, ce sont les républicains qui ont le pouvoir, je ne suis pas dans la commission des forces armées. Peut-être vous devriez faire ceci. Si vous me mettez tout ça par écrit et que vous me le donnez, alors je pourrais le présenter. Obstinées, elles arpentent les couloirs, frappent aux portes. La dernière fois que le Congrès a évoqué les viols dans l'armée, c'était il y a 2 ans. Depuis, pratiquement rien n'a changé. Pas de chance, l'élu n'est pas là, c'est l'un des membres de son cabinet qui les reçoit. Vous aviez déjà entendu parler des abus sexuels et des viols dans l'armée? Non, personne ne m'en avait parlé avant. C'est la première fois pour moi. Et c'était intéressant? C'est alarmant. Ça semble être un problème très sérieux. Personne ne demande des comptes aux militaires. Personne n'en a le pouvoir ou alors ils ont trop peur. Soit on arrête, soit on continue. Je pense qu'il faut faire pression. S'obstiner, 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 ne plus les lâcher. Si on ne fait rien, c'est sûr que rien n'arrivera. Ça, c'est garanti. Ce ne sont pas les témoignages de viols dans l'armée qui manquent. Au détour d'un couloir, notre militante rencontre une autre victime, Stéphanie. Je souffre d'un sérieux traumatisme. Mon mari s'est suicidé au retour d'Irak. Ma fille aussi est traumatisée. Et moi, j'ai été abusée sexuellement. Je suis capitaine et à l'époque, j'étais lieutenant. Et maintenant, je suis ici. C'est la première fois pour moi. À côté du cimetière militaire d'Arlington, un musée dédié à la mémoire des femmes militaires. Cette année, c'est le 60e anniversaire de leur présence dans l'armée. Les États-Unis font figure de pionniers dans ce domaine. Aujourd'hui, les femmes représentent près de 15% des effectifs.
Ici, on donne l'image officielle, l'image idéale de la femme dans l'armée. Stéphanie y a passé 4 ans de sa vie. Ici, les femmes dans l'armée sont encensées, respectées et reconnues. Et c'est vraiment le cas? Non, je pense pas. Ce n'est pas la réalité. C'est une image sympa pour les filles de 13 ans qui viennent ici, pour qu'elles pensent que c'est ça l'armée. Mais... Une fille de 13 ans comme elle, par exemple. Un mari suicidé après l'Irak, un viol en 2001 jamais dénoncé, des traumatismes jamais réglés, la prise de conscience a été tardive pour Stéphanie. J'ai été sexuellement agressée. Quelques jours plus tard, j'ai consulté quelqu'un parce que je saignais très fort. Cet officier de rang m'a dit « C'est stupide de t'être retrouvée dans cette situation. » Textuellement, elle m'a dit ça. Elle m'a dit « Comment tu as pu ignorer que cela pouvait arriver ?» En fait, d'une certaine manière, elle m'a dit que c'était de ma faute. Alors Stéphanie n'a rien dit. Elle a reproduit ce qu'on lui avait conseillé de faire pour elle. À plusieurs reprises, elle a à son tour encouragé la loi du silence et étouffé des cas de viol dénoncés par ses subalternes. J'étais officier. C'est moi qui aurais dû faire face à l'époque. Donc, je suis coupable moi aussi. Je suis coupable d'avoir dit « Continue ta vie, ta carrière ». Je suis coupable. Je pense que c'est une attitude très fréquente chez les militaires, malheureusement. Combien de jeunes femmes comme Stéphanie préfèrent le silence à la honte et le risque de briser leur carrière? Dans ce combat, Tina y a laissé la vie. Quant à Suzanne, elle a fait de la prison et elle a perdu toutes ses illusions sur les militaires. Jessica, elle, ne renonce pas à l'armée. Son mari, un chercheur universitaire, la soutient, et même plus. Absolument. Même après tout ce qu'elle a vécu, Jessica est revenue et elle avait toujours cette même envie de s'engager comme réserviste. Cela me rendait très nerveux, étant donné tout ce qui s'était passé. Je ne voulais pas qu'elle se réengage. Alors le compromis auquel nous sommes arrivés, c'est que moi aussi je vais m'engager. Je vais m'engager comme réserviste avec elle. Comme ça, nous serons dans la même unité et nous pourrons nous protéger l'un et l'autre. Je me sens en sûreté parce que j'ai la protection de mon mari qui sera plus gradé que moi. S'il est aussi près de moi, il ne laissera personne me manquer de respect ou faire pire. Comme ça, je me sens plus en sécurité. 60 ans après leur intégration dans l'armée américaine, le constat est amer pour les femmes. Le viol dans les casernes est aujourd'hui le premier risque encouru par les jeunes recrues, 2 fois plus que dans le civil.